Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette dernière matinée qui vient conclure la COPEAM à Montpellier, donc cette conférence permanente de l'audiovisuel en Méditerranée, une association donc, qui a son siège à Rome, beaucoup d'entre vous le savent, qui promeut le dialogue interculturel et la coopération sur le bassin méditerranéen. Et lors de ces 2 journées qui viennent de s'écouler, ce dialogue a été fortement illustré par de nombreuses tables rondes, des émissions qui ont été enregistrées en direct, et puis la coopération aussi. Une coopération forte, intéressante, vous l'avez illustré avec de nombreux projets, et puis une coopération qui peut-être fera naître d'autres projets. On a très à cœur de saluer le travail mené par France Bleu sur le territoire, notamment par ce beau festival à hauteur d'enfants qui s'y déroule. On en a parlé à plusieurs reprises. Et peut-être que la FECOPEAM, qui est venue pendant 2 jours là travailler, s'est peut-être penchée sur le berceau de ce festival et qui donnera peut-être naissance à une école de l'éducation aux médias, une école de la radio à hauteur d'enfants. En tout cas, on compte inscrire ce projet au titre de la capitale européenne de la culture. Montpellier y candidate. Et si en 2028, eh bien, nous sommes effectivement capitale européenne de la culture, peut-être que la COPEAM reviendra fêter ses 35 ans et puis inaugurer avec nous cette école. Remercier bien sûr eh bien, France Bleu pour son travail, Anne-Marie. Merci beaucoup de la coopération entre nous. Remercier Guillaume, ses équipes, Elena et Paola, avec qui on a beaucoup travaillé. Remercier tous mes collègues qui ont travaillé avec nous sur ces 3 journées. Bien évidemment, le musée Fabre, également la Maison des Relations Internationales, et puis aujourd'hui, ceux de la Panacée. Un grand, grand merci à Patrick, qui est, j'espère, dans la salle, ainsi qu'à Philippe, avec qui on a beaucoup travaillé. Et puis voilà, vous souhaitez une très belle matinée et j'espère que la coopération sera à nouveau fructueuse sur le bassin méditerranéen, autour cette fois-ci du cinéma, qui est le sujet d'aujourd'hui. Merci à Géraldine, présente également aujourd'hui, à travers le Cinémed, ce festival très important que j'espère beaucoup d'entre vous, vous connaissez, j'en suis certaine. Tu retrouves, j'espère, plein de visages. Et gageons que cette matinée permettra de tisser des liens de coopération. Je voudrais saluer également Karim Giati, qui interviendra tout à l'heure à l'émission qui sera enregistrée, pour dire tout. Karim Giati, qui est donc directeur d'Occitanie Film, avec lequel l'association on travaille au quotidien pour développer le cinéma à Montpellier. Et puis ce cinéma, bon, peut-être on s'en reparlera si vous le souhaitez à la pause déjeuner, mais il est en fort déploiement sur le territoire de Montpellier et j'espère que des coopérations futures avec vous pourront naître. Voilà, un grand merci. Et belle matinée. Merci Sophie Minanto. Je vais donc m'associer à tous ces remerciements. Vous l'avez compris, c'est d'abord un travail d'équipe qui commence par des rencontres, ce que nous avons tous vécu pendant maintenant bientôt 3 jours. La première rencontre, c'est Franck Lidon, le directeur des affaires méditerranéennes de Radio France. C'est à travers lui la rencontre avec la COPEAM et tous les collègues représentants du bassin méditerranéen de nos médias. Et nous avons pu voir à quel point il y avait des différences de situation, je pense au Liban, des différences de moyens, mais aussi beaucoup d'ingéniosité, de créativité. Et quand je parle de rencontre, je crois que c'est un peu le fil conducteur parce que la COPEA nous a permis aussi d'associer des forces puissantes dans le territoire de l'Hérault. Je pense à la ville de Montpellier qui nous accompagne depuis le début. Sophie, tu as parlé du festival France Bleu Autour d'enfants. Mais sans cet accompagnement, on ne peut rien développer, même si on est une radio de service public. C'est aussi des rencontres tout au long de l'année, je pense à Cinémed, mais je pense aussi aux autres acteurs comme le Théâtre des 13 ans par exemple, mais aussi Images singulières de 7, tous ces acteurs qu'on a pu rencontrer, re-rencontrer et avec qui nous travaillons toute l'année et qui sont indispensables tout simplement aux citoyens et aux personnes qui vivent dans ce territoire et dans cette métropole de l'Hérault ou sur la ville de Sète. Donc toujours des rencontres aussi avec des lieux, ça c'est ce que vous avez pu partager et vivre.
des rencontres avec des acteurs qui nous permettent de construire ensemble l'avenir de demain, et puis des opportunités. Et les opportunités, c'est en fait, on dit toujours le train dans lequel vous montez ou celui dans lequel vous ne montez pas. Eh bien, pendant ces 3 journées, nous sommes tous montés, pour certains dans des bus, pour d'autres dans des voitures, pour d'autres dans des aventures, et surtout dans des aventures pour demain. Alors, pour demain, moi, j'aimerais souhaiter que nous puissions continuer à échanger avec la Méditerranée, que nous continuons à écrire des aventures, que ce soit avec les médias, que ce soit avec tous les collègues qui travaillent déjà dans le domaine de la culture, du spectacle, de la musique avec la Méditerranée, qu'on continue à écrire une histoire avec Cinémed, avec notamment tous ces acteurs qui viennent proposer un cinéma engagé, intelligent, avec des valeurs qui sont aussi les nôtres, qu'on continue avec la COPEA, mais avec toute cette équipe formidable avec laquelle nous avons travaillé, nous avons construit. Je pense notamment avec Guillaume, qui a été très, très investi. On a fait des visites ensemble à l'université. Merci, vous pouvez l'applaudir. Et qu'on puisse, je l'espère, créer cette école de l'éducation aux médias, cette école de l'audio, parce qu'il y a ici toutes les forces pour pouvoir le faire, parce qu'il y a aussi l'envie pour pouvoir le faire, et qu'il y a aussi des valeurs fortes, mais je crois qu'elles nous réunissent toutes, qui est la culture, qui est l'information, qui est l'éducation et qui est le divertissement. Et quand on a ces valeurs ancrées en nous, eh bien, rien ne nous arrête. Et pour ceux qui auraient la mauvaise idée de penser que ça n'est pas possible, eh bien, je crois que rien que le fait de dire que ça n'est pas possible, ça me donnait envie de le réaliser. Donc, merci à tous, passez une excellente matinée. Il y a un programme formidable qui a été proposé. Et encore bravo aussi à Cinémed. Et bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce rendez-vous exceptionnel. Merci. Et merci à vous tous d'être venus aussi. Merci Anne-Marie, merci Sophie. Donc effectivement, aujourd'hui, on est sur la matinée qui va un peu clôturer ces 3 jours de coopération méditerranéenne à Montpellier avec l'accueil de la COPEAM. Bien sûr, on remercie tous les partenaires, la ville, France Bleu, pour cet accueil de plusieurs jours. On a cette année mis un peu un axe fort à s'ouvrir sur le monde local, avec les acteurs locaux, pour que le monde de la COPEAM aussi rencontre le monde montpelliérain et méditerranéen plus largement. Donc c'était, je pense, une réussite. On est très content d'avoir innové aussi sur notre programmation habituelle dans ce sens-là. Et aujourd'hui, cette matinée consacrée au cinéma méditerranéen vient compléter aussi ces ponts qu'on essaye de créer, de renforcer entre le monde des médias et le monde du secteur cinématographique, notamment grâce avec l'action de la commission Cinéma Festival Culture de la COPEAM, qui est présidée par Zina Beral de TV50, que je remercie. Et du coup, voilà, je vais faire assez rapidement le programme de la journée. On va commencer donc par 3 courts-métrages qui ont été proposés en partenariat avec Cinémed et Géraldine, qui va vous les présenter juste après. Ensuite, on enchaînera sur une table ronde qui permettra un peu de discuter des enjeux du secteur cinématographique en Méditerranée. On aura l'occasion d'avoir au micro Lamia Belkaïd, qui est la directrice de l'ESSAC Gamar, une école tunisienne de cinéma et d'audiovisuel. Marcus Nickel de la RAI, qui nous fera part de son expertise en matière de relations entre des bonnes pratiques entre les médias, les télévisions et le secteur cinématographique. Et Géraldine qui viendra témoigner aussi en tant que festival de cinéma méditerranéen en France et à Montpellier de leur expertise et de leur connaissance du secteur. Et ensuite, on enchaînera avec l'enregistrement d'une émission pilote, un mezzé, un programme qui nous permet, en fait, autour d'une thématique, de réunir des journalistes de plusieurs pays du bassin méditerranéen. Et ça sera le premier numéro qui sortira qui ira vers le monde de la culture et vers le cinéma. On a la chance d'avoir avec nous Ali Benzakri de Radio 2M qui conduira cette émission avec Dominique Landron, qui est un habitué des activités de la COPEA, mais qui porte la voix du cinéma sur les ondes méditerranéennes depuis de nombreuses années. Et après, on vous invitera à participer à un buffet dans le hall de ce très beau lieu qui est la Panacée, Moco Panacée. Voilà, Géraldine, je te passe la parole pour présenter les films.
Merci beaucoup. Je vais essayer d'être succincte, d'autant plus que je présente des courts-métrages, voilà. Mais je tenais quand même à souligner qu'il y avait comme un caractère d'évidence, lorsqu'on a appris que la conférence Acopéane se déroulerait à Montpellier, voilà, sur un territoire bien nommé, Montpellier Méditerranée Métropole, où se déroule voilà, justement le Cinémed, qui depuis 45 ans œuvre à faire découvrir, à valoriser tous les cinémas de la Méditerranée, et où nous avons justement en commun, où nous partageons justement toutes ces valeurs justement de culture, de dialogue, de coopération. Voilà, donc tout ça était comme ça un petit peu un alignement qui devait se dérouler à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, voilà, merci beaucoup Anne-Marie qui, à travers France Bleu Héros, est un soutien précieux qui contribue largement à valoriser toutes les manifestations culturelles du territoire. Voilà, je tiens à le souligner parce que c'est vraiment un relationnel particulier et on est vraiment ravis que tu aies pris la direction de France Bleu Héros. Voilà, il y a là aussi un dialogue qui s'est réouvert véritablement. Mais merci beaucoup à la ville de Montpellier, hein, sans qui le cinéma n'existerait pas. Et puis merci beaucoup à Guillaume, voilà, dont le travail a été souligné et applaudi à juste titre. Merci beaucoup pour cette carte blanche. Donc, on s'est dirigé vers des courts-métrages, 3 courts-métrages très différents géographiquement, de par les registres, par les styles. On va commencer par Cuerdas, qui est un court-métrage d'une jeune réalisatrice basque qui s'appelle Estibaliz Urosela, qui a gagné le Grand Prix lors du dernier Cinémed. Et là, justement, c'est un film qui est vraiment ancré dans une réalité géographique et sociale où presque le personnage principal de ce film serait à la fois une usine polluante et une dame d'un âge avancé. C'est souvent assez rare hein, que l'héroïne d'un court-métrage soit une dame d'un certain âge et qui pose la question justement des intérêts individuels et collectifs face à un dilemme sur cette usine qui financerait un cœur de dame et à savoir si elles acceptent ou non cette subvention. Le deuxième court-métrage nous vient de Tunisie, s'appelle Angle mort de Lotfi Achour. Il avait remporté justement le prix jeune public de la ville de Montpellier en 2021. Là, c'est un court-métrage d'animation en noir et blanc et qui s'appuie sur une histoire véridique, à savoir l'enlèvement et la disparition en 1991 de Kamal Matmati. Et enfin, pour conclure sur une note un peu plus légère, bien que ce soit une comédie, mais qui est aussi très acide, qui s'appelle AOC de Sami Sidali, qui est un jeune réalisateur né à Paris de parents marocains et qui interroge à travers ce film sous la forme d'un faux documentaire l'intégration pour les deuxième et troisième générations. Voilà, j'espère que ce programme saura vous séduire. Et juste pour prévenir que le temps que le noir se fasse, voilà, les volets vont descendre magiquement sous nos yeux. Merci beaucoup. Merci. Rebonjour à toutes et à tous. La lumière se refait dans la salle après la projection des 3 courts-métrages. Comme vous avez pu le constater, il y a eu modification d'ordre, contrairement à ce qui a été annoncé. On devait terminer avec AOC sur une note un peu plus ludique et comique. Voilà, vous avez terminé par angle mort. Le temps que la table ronde se mette en place, nous avons un petit instant si vous souhaitez qu'une question-réponse puisse s'instaurer. Voilà, si vous avez des questions, des remarques sur les films proposés. Donc chaque année, il y a une compétition court-métrage au Cinémed, en une vingtaine de films, ainsi qu'un panorama, une dizaine de films. Voilà, Cinémed est un festival généraliste, éclectique, qui présente tous les registres de cinéma et qui accorde vraiment une place assez importante aux,
au court-métrage. Justement, la spécificité du court-métrage, c'est qu'on présente à la fois des courts-métrages de fiction, documentaire et d'animation. Voilà, contrairement sur les compétitions spécifiquement long-métrage fiction et long-métrage documentaire. S'il y a vraiment une spécificité aussi au cinéma, justement, c'est qu'il y a une dynamique véritablement du court au long où on découvre de nouveaux auteurs, vraiment des talents émergents qui peuvent provenir de différentes écoles aussi. On présente souvent des films de fin d'études de différentes écoles de la Méditerranée ou véritablement de jeunes auteurs. Et c'est un lien qui s'instaure parce que généralement, voilà, Cinémed fait partie des premiers festivals où ils sont sélectionnés. Et donc, il y a une partie grand public comme ça au Cinémed, mais une partie qui est réservée aux professionnels, qu'on appelle les Cinémed Meetings. Et là, on est vraiment sur le moment où les films sont encore à l'état de projet. Et donc, il y a une partie pour les longs métrages de fiction qui existe depuis très longtemps, qui s'appelle la Bourse d'aide au développement. Et depuis quelques années, on a mis en place un dispositif qui s'appelle du court au long. C'est-à-dire que toutes les réalisatrices et réalisateurs qui sont sélectionnés en compétition l'année du Cinémed, on leur pose la question à savoir s'ils ont un projet de long métrage en cours d'écriture. Et si tel est le cas, sans aucune sélection, c'est uniquement en fait la sélection de leur court métrage en compétition qui vaut. Ces projets sont ajoutés au livre de projet et sont ainsi découverts par tous les professionnels de la Méditerranée qui viennent participer à ces journées professionnelles au Cinémed Meetings. Voilà. Et par exemple, chaque année, presque, on peut découvrir en compétition des films qui ont été montrés à l'état de projet au Cinémed. Par exemple, cette année, et le film est sorti mercredi dernier, je pense à la dernière reine, long métrage algérien co-réalisé par Adila Bennimerad et Damien Ounouri, qui avait remporté une bourse d'aide du CNC en 2017. Voilà. Et on les avait découverts précédemment avec des courts-métrages. Donc il y a comme ça, voilà, un cercle vertueux qui se déroule également au Cinémed et dont le public n'est pas forcément toujours au courant. Voilà, il y a des belles histoires sur grand écran et également dans les coulisses qui se déroulent. Nous sommes prêts, Guillaume? Bon, mais très bien, voilà. Donc si vous avez des questions, plus tard. Bonjour à toutes et à tous, en attendant que le micro fonctionne. Merci d'être là pour assister à cette table ronde relative aux synergies possibles entre les médias publics et les cinémas méditerranéens. C'est le sujet aujourd'hui de notre rencontre. Alors, nous avons le plaisir d'être en compagnie de Géraldine Laporte, qui est directrice des programmes du Cinémed. Pas directrice. Bon, en tout cas, qui est programmatrice, bon, qui est responsable en tout cas de la programmation. Et puis, par ailleurs, elle est également responsable de la communication des longs métrages fiction. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Lamia Belkaïd Giga, qui est directrice de l'école de cinéma de Gamart en Tunisie, mais également universitaire et chercheuse dans le domaine du cinéma. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir Marcus Nickel à nos côtés. Alors Marcus collabore beaucoup, travaille avec la RAI et notamment sur le prix Italia et développe énormément de collaborations. Vous allez voir qu'il est au cœur du sujet complètement. Alors on va peut-être commencer par dire que parler des médias publics
et des cinémas méditerranéens, des synergies possibles. C'est évidemment pas une simple affaire parce qu'il n'y a pas une situation unique. Et donc, il y a une disparité des situations et en fonction des pays, des contextes, des instabilités, voire des évolutions, bien évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une politique et qu'une façon de développer des collaborations entre les médias publics et les cinémas méditerranéens. On va commencer par demander à Lamia comment ça se passe en Tunisie? Quelles sont les possibilités de développer des collaborations avec les médias publics? Et est-ce que vous pouvez éventuellement illustrer avec un exemple concret? Merci beaucoup Zina, merci pour l'invitation, merci Guillaume, merci à toute l'équipe de la COPEA, parce que si on est là aujourd'hui, parce qu'on a commencé ce travail il y a bien longtemps. La chaîne, elle dépasse la casquette de l'universitaire. Je suis programmatrice de festival, donc sélectionneuse de films et critique du cinéma. Donc, je connais un peu la situation dans nos pays, dans notre région. Le cas de la Tunisie, je ne sais pas si vous m'entendez. Pour le cas de la Tunisie, je vais juste rappeler que la Tunisie, pendant des années, était pratiquement porté le flambeau par rapport à la région. Il y avait une volonté d'État. L'État s'engageait énormément dans la production. Juste après l'indépendance, il y avait la création d'une société qui s'appelait la SATPEC à l'époque, la société de production, de distribution et d'exploitation des films. Donc toute la production cinématographique, elle était entre les mains de l'État. Donc, et l'État a formé la première génération de réalisateurs, entre autres Salma Bakar, Farid Bourdir, ceux qui ont eu la chance d'être aussi à Cannes quelque part. Pendant les années 70-80, cette synergie avec la création des salles de cinéma partout dans toute la Tunisie, cette synergie, la première génération, il y a eu un relâchement dans les années 80-90 avec l'arrivée du numérique, entre autres, avec l'arrivée du piratage des DVD et tout ça. Donc, et il y avait à l'époque la création du JCC, qui est le premier festival arabe et africain. Donc l'État, il était présent partout, partout, partout dans la production. Il y a l'accompagnement de la télévision. Donc il y avait réellement une vraie pépinière. Est-ce que, pardon, vous pouvez préciser ce que sont les JCC? Les JCC, c'est le festival arabe, le premier festival arabe et africain qui a donné naissance à énormément de réalisateurs. Grâce à leur passage à Carthage, ils rayonnent par la suite. Donc, le passage d'un réalisateur africain dans peu importe la section, il a par la suite la possibilité d'être programmé dans d'autres festivals. Voilà. C'était pendant des années. Maintenant, bon, si on va parler un peu de la carte des festivals, il y a de plus en plus de festivals thématiques. Je ne vais pas les citer tous, mais les dernières années, il y a énormément de concurrence par rapport à ça. Donc, historiquement, c'est le plus ancien, mais là, c'est plus le cas. Parce que toute la plateforme des festivals, elle commence à changer. Il y a une nouvelle synergie et il y a un relâchement aussi de l'État par rapport à ce festival-là. Aujourd'hui, il existe, mais il y a le questionnement, le pourquoi, comment le financer, comment accompagner les réalisateurs, comment avoir la première des films, bien sûr, comment communiquer sur ces films-là. Le festival était accompagné par réellement la plupart des chaînes publiques, des radios de toute la région, y compris TV5 Monde. Je prends l'exemple par exemple de TV5 Monde, était pratiquement accompagné énormément de réalisateurs arabes et africains. C'était vraiment la plateforme en Tunisie pendant une semaine ou une dizaine de jours. Réellement, il y avait une vraie dynamique avec une vraie cinéphilie. Si on parle de cinéphilie, là où il y a des cinéphiles en Tunisie, donc c'est le festival qui pratiquement jusqu'à aujourd'hui où réellement il y a énormément de public. Voilà. Alors, par rapport justement à ces synergies, elles existent quand même au niveau national et international. Vous avez quand même des collaborations avec des médias qui contribuent à la notoriété de ces événements? Tout à fait, tout à fait. Le festival, il a toujours été accompagné par TV5, par la RAI, et il y a la coproduction. Donc les films, jusqu'à aujourd'hui, il y a des coproductions qui ont été mises en place les dernières années avec le fonds franco-tunisien. Il y a un fonds franco-tunisien et italo-tunisien. Donc grâce à ces collaborations, donc il y a la volonté de l'État d'accompagner aussi financièrement et bien sûr par la suite les médias des pays partenaires. Merci Lamia. Géraldine, une question par rapport justement à votre festival, le Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier.
Quel a été l'impact? On sait que les festivals de cinéma ont été fortement impactés par la période de pandémie. Quel a été l'impact et la réaction et comment avez-vous pu vous adapter à cette nouvelle situation? Oui, et bien, c'était en 2020, il n'y a pas si longtemps que cela. Donc le festival, devait débuter, le vendredi et l'Hérault était placé en zone, écarlate et donc dès, le mercredi par, décision, gouvernementale, le couvre-feu, a été déclaré à 21h, à partir du samedi. Donc, nous avons eu à peu près moins de 24 heures pour casser tout ce qui avait été préparé en termes de grille horaire pour se réadapter à l'imminence de la situation. Déjà, ce serait très rappelé parce qu'on était, faut rappeler le contexte dans lequel on était, que heureusement on a tendance un petit peu à oublier aujourd'hui, c'était extrêmement anxiogène. Et donc se poser aussi la responsabilité en tant que festival de cinéma de se dire, mais est-ce que, entre guillemets, on peut mettre en péril, ou du moins mettre exposer la santé à la fois du public, des artistes, des professionnels, des équipes, pour un festival de cinéma. Et ça, je tiens à le rappeler, on a reçu un soutien immédiat et indéfectible de la part du maire de Montpellier. Et sans cela, on ne l'aurait pas fait. Voilà, pour justement ces questions de responsabilité qui se posaient à ce moment-là. Donc ça a été vraiment le point de départ très très fort. Donc la seule soirée qui a eu lieu cette année-là, c'était la soirée d'ouverture avec un film tunisien, justement, L'homme qui a vendu sa peau de Kawouter Benania, dont on peut dire d'ailleurs qu'elle est en compétition officielle à Cannes cette année avec les filles d'Olaf. Voilà, une réalisatrice qu'on suit aussi depuis très longtemps. Voilà. Et donc, on a dû complètement réadapter. Donc, les séances commençaient très très tôt, à 9h le matin, de manière à ce que ça se termine à 20h. Et là, ce qui s'est passé, c'est l'engouement du public, malgré tout, malgré ces conditions très particulières, hein, où on ne pouvait pas être plus de 1000 dans le quorum, le Palais des Congrès, où se déroule le festival, c'est sur deux, les masques, etc. La plupart quand même des artistes ont pu se déplacer, mais pour ceux qui ne pouvaient pas être là, dont les films étaient sélectionnés, dont les projets étaient sélectionnés également dans la partie professionnelle, et bien là, on a mis en place techniquement des visios, voilà, pour que ce qui fait l'essence même d'un festival, à savoir la possibilité de la rencontre, de la transmission des œuvres entre le public et les artistes, puisse malgré tout se dérouler. Donc voilà, ça a donné lieu à des situations un petit peu iconoclastes où voilà, si par exemple là on avait assisté à cette projection, eh bien le réalisateur apparaissait sur l'écran, il pouvait entendre les applaudissements à la fin de la séance, il y avait une modération qui était telle que prévue, on posait les questions, etc. Et ensuite une intervention du public. Donc ça a donné lieu à des moments quand même extrêmement forts pour les réalisatrices et réalisateurs qui étaient malgré tout voilà, coupés de la rencontre physique avec leur public parce que c'est la première française de leur film qui a lieu généralement au Cinémed. Et ils sont toujours donc du coup très curieux de découvrir les réactions du public français. Donc ça a pu se dérouler, malgré tout. Et puis sur la partie professionnelle également, où donc il y a des soutenances de projets devant des jurys de professionnels. Et bien là, de manière à ce que personne ne puisse être disqualifié du fait qu'il était dans l'incapacité de voyager, on a organisé les soutenances en visio. Voilà. Mais voilà, cette forme hybride a eu lieu à cause du moment de la pandémie. Mais c'est vrai que le positionnement du Cinémed, c'est le live, véritablement. C'est-à-dire, on est méditerranéen, c'est pas pour rien, voilà, donc on aime le contact humain. Voilà, c'est exactement ça. Se parler, se rencontrer véritablement. Mm. Merci beaucoup. Je me tourne vers Marcus. On parle donc de synergie possible entre les médias publics et les cinémas méditerranéens. Est-ce que vous pouvez nous citer des exemples de synergies réussies et quelles sont ces synergies possibles? Merci beaucoup. Oui, Guillaume, est-ce qu'on peut mettre... Oui,
Parfait. J'ai quelques exemples à condividre avec vous. Je m'excuse pour mon français, c'est pas ma langue maternelle, hein, mais je cherche vous expliquer un peu mon perspective comme quelqu'un qui travaille pour une télévision de service public en Italie. Notre interaction avec les festivals et l'importance des festivals pour notre travail comme producteur de contenu, de documentaires dans mon cas, des changements récents et des synergies que je vois, mais aussi des défis et des risques qu'il y a avec les changements que nous avons déjà écoutés, qui sont dramatiques. Mais traditionnellement, les festivals ont différentes sections normalement. Et pour nous, les télévisions, la section plus importante, c'est la part industrie, le pitching, training, conference. C'est le lieu de rencontre, c'est le lieu d'interaction avec le monde de la production indépendante. Évidemment, quelquefois, on est aussi invité dans les jurys des concours, mais la partie plus importante pour nous, c'est l'industrie. On va au pitching session pour trouver des nouveaux projets, pour investir éventuellement, pour coproduire, parce que normalement, c'est en droit international. Si on va à FIPADOC, à Biarritz ou à Sunnyside of the Dock à La Rochelle, on rencontre les collègues de toutes les télévisions européennes et hors de l'Europe pour faire du networking, pour rencontrer one-to-one les producteurs et pour faire aussi des acquisitions, des coproductions. Et c'est très important. Le monde change des festivals. Je voulais vous montrer quelques outils nouveaux, digitaux, qui changent vraiment la manière comme les festivals sont organisés. Moi, actuellement, je travaille avec un festival en Grèce qui m'a demandé d'aider avec la présélection de leurs documentaires. Il utilise cette plateforme ici, Film Freeway. Peut-être vous le connaissez. C'est une plateforme qui est utilisée par pas moins de 2490 festivals dans tout le monde. C'est énorme. Et ces plateformes ouvrent le service aux festivals de raccolier les films et d'organiser même les opérations de présélection. On peut voir en distance, en remote, les films, on peut commenter, on peut, dans un groupe international que jamais se rencontre, on peut condiviser ce processus de présélection. Évidemment, inutile comme ça veut dire qu'un producteur, un distributeur n'a pas beaucoup de coûts pour envoyer son film à beaucoup de festivals. J'ai un ami qui, avec son film, a participé dans une quinzaine, une vingtaine de festivals dans tout le monde. Il a voyagé pour 6 mois dans tout le monde, invité par les festivals. Et évidemment, c'est un grand changement. Un autre changement, on a déjà parlé, sont les formes hybrides de festivals. La présence en Italie, on a ces plateformes MyMovies qui a fait des accords avec beaucoup de festivals. On peut s'abonner, on paye en fee, pas très cher, et on peut voir les films de beaucoup de festivals. Pour les festivals, ça veut dire qu'il a une extension outre le lieu, d'être présent, d'être vu par toutes les personnes dans le pays. Si le film est disponible, si les droits sont disponibles, si le producteur, le distributeur est disponible, et normalement, évidemment, le festival est aussi demandé de payer en partie économique aux producteurs pour ce service. Un autre utile très important, nouveau, c'est la plateforme Festival Scope qui permet à professionnels, à les professionnalistes du secteur, de voir les films des festivals qui ne peuvent pas fréquenter. À Rotterdam, je ne peux pas aller, mais je peux voir les films, quelques films de Rotterdam. Je peux même voir les films de réalisateurs, réalisatrices présents au festival précédent, au festival qui participent dans l'édition. C'est très intéressant pour tous les gens qui programment des festivals, même pour nous, les télévisions, pour faire des acquisitions. Et ça change beaucoup la manière de voir et de sélectionner. Je voulais aussi vous faire voir qu'il y a beaucoup de recherches actuellement
sur le futur, l'avenir des festivals, les changements. Ici, c'est un site de la Springer Presse, une importante case d'éditeurs de livres. Il y a une série je crois, 6 ou 7 volumes sur la situation des festivals et les perspectives. Il y a des recherches scientifiques sur ça. Mais pour parler de qu'est-ce que font les télévisions, les services publics, en Italie, la RAI, sur la plateforme digitale de la RAI, parle du festival. Il y a toutes les fois qu'il y a le Davide Donatello, qui est très important à Florence, il y a une section sur la plateforme de la RAI où on parle avec les réalisateurs, on présente les nouveaux films, etc. Il y a des discussions, il y a des directs du festival. Et la même chose avec Venise. Évidemment, ces choses-là, c'est surtout quelque chose qu'on fait avec les grands festivals. Mais la réalité des festivals est aussi très régionale, c'est très local. Et malheureusement, on ne donne pas la même attention et je trouve ça dommage. Il y aurait la possibilité de faire beaucoup plus. Arte, par exemple, de faire sur la Berlinale des choses pareilles. La Berlinale, évidemment, un grand festival très important. Et une chose que je trouve aussi très important, c'est très intéressant, c'est que Arte, quand il y a la Berlinale, un grand festival, les autres grands festivals en France ou en Allemagne, ils font de focus de programmation sur la chaîne linéaire. Il y a la possibilité pour le public de voir des films des éditions précédentes. Alors, dans les 3 semaines de la Berlinale, sur Arte, je peux voir les films de dernières 20 ans gagnant à Berlin. Et je trouve que c'est très, 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 très joli de contextualiser les vents avec une programmation dédiée aux histoires du festival. À Prix Italia, je travaille avec les Prix Italia, une chose qu'on a commencé à faire en synergie avec les festivals, les contributions, ce sont des masterclass qu'on fait en ligne avec les programmes et les films qui ont gagné un prix. On invite les auteurs, des rencontres, le public international, les professionnalistes de l'audiovisuel qui a quelques rapports avec le Prix Italia, online pour faire une exploration de l'œuvre. On dit des clips, des extraits, et les auteurs nous parlent de leur raisonnement éditorial, créatif, qui est à la base du film. C'est une chose qu'on a commencé avec la pandémie. Et la pandémie, je crois, c'était une catastrophe dans beaucoup de sens, mais c'était peut-être aussi un moment tellement catastrophique et critique qui a créé aussi de nouvelles choses qu'il faut développer, qu'il faut chercher de perfectionner et continuer. Se trouver en Suisse, le service public suisse, quand il y a le Festival de Lyon, qui est un des festivals plus importants de documentaires en Europe, il dans les périodes du festival, ils ont des films de festival online sur leur plateforme. Alors, il y a directement quelques films de festival qui est projeté, qui est présenté au festival. Il y a aussi sur le site de la télévision publique pour qui ne peut aller là. Et c'est la même chose que fait aussi le My Movies en Italie, mais en Italie, c'est commercial, c'est une version commerciale d'un provider commercial. En Suisse, c'est le service public. Je trouve ça très important, très sympathique. Et aussi, si vous pensez que les festivals normands sont une autre forme de service public, parce qu'il y a des financements publics pour cela, c'est une synergie nécessaire. C'est une synergie très importante à créer. Merci Marcus. On va peut-être. Je voulais également évoquer quand même l'importance de la création des jeunes talents, des jeunes réalisateurs et réalisatrices, l'accompagnement. Alors, Lamia, peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à votre école de cinéma. Quelles sont les synergies existantes, notamment par exemple avec la COPEAM, qui œuvre beaucoup pour le soutien de ces jeunes réalisateurs, pour faire émerger ces talents? D'ailleurs, depuis quelques années, je vais juste rebondir, je reviendrai à la question. Bien Je vais sûr. rebondir par rapport à cette nouvelle synergie post-Covid. Pendant le Covid, il y avait elle a donné chance, moi je pense, aux jeunes d'être présents dans les festivals inaccessibles auparavant. Mais il y a un paramètre très important, c'est qu'il faut payer parfois.
et c'est pas donné à tous les pays du bassin méditerranéen. Je prends le cas de la Tunisie. Certains festivals où il faut payer les inscriptions. Donc, ce genre de plateforme facilite énormément. Et il ne faut pas oublier la question des droits. Donc, ça pose réellement la question des droits, l'accès à ces films-là, et la question du piratage dans certains pays. Entre autres, la Tunisie, à un moment donné, il y avait un festival qui a basculé systématiquement online, et du coup, il y avait les réalisateurs et les producteurs étaient très réticents par rapport à la nouvelle plateforme qui a été créée pendant la pandémie. Je reviens donc par rapport à la question à l'école de cinéma, qui est une école publique créée en 2004. Depuis toujours, on a essayé de mettre en place des conventions entre public, entre autres les écoles françaises et les structures publiques dans le bassin méditerranéen, donc entre autres la COPEA. Donc l'école et les partenaires, depuis des années, on est présent par rapport à... Et, il y a le programme qui a été mis en place par l'équipe de la COPEA à première vue, qui a donné la possibilité à ces jeunes du bassin méditerranéen, entre autres l'école de l'ESAF de Marrakech, du Liban, de la Tunisie, donc d'être dans un catalogue sélectionné par un jury, choisi par les membres. Donc personnellement, on n'intervient pas en tant qu'école, donc ils choisissent leur jury et les films sélectionnés, ils auront un prix. Hier, ils ont mentionné, enfin, notre école a gagné le prix. Je suis très contente, très fière. L'année dernière, c'était un film du Liban. Et donc, le film gagnant, il aura la possibilité d'être présent dans le catalogue, voilà, des festivals et des partenaires de la COPEA. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça donne de la visibilité et ça donne de l'espoir, surtout. Parce que dans une école publique financée très peu, donc on a le problème du financement, du matériel, donc il y a énormément de lacunes dans nos pays, la bureaucratie, tout ça. Donc ces initiatives donneront quand même des possibilités. Nous avons des partenariats avec les AF de Toulouse. Donc, ces partenariats, et c'est notre rôle en tant que directeur ou responsable, je dirais, de créer ces liens, de tisser des liens avec tous les partenaires qu'on a. Je pense que c'est donner de l'espoir et donner vie aux réalisateurs, aux films, et de leur donner la possibilité d'être présents et de créer. Donc, le fait de participer à un film de Marseille la prochaine fois, l'étudiant aura peut-être la possibilité de dépasser le premier cap, d'aller vers le professionnel et d'assister aux ateliers d'écriture et de rencontrer de futurs peut-être producteurs ou des partenaires, voilà, du bassin méditerranéen. Géraldine, c'est important de rendre le festival visible. C'est important aussi de favoriser ces cinémas du monde. Quelles sont les collaborations concrètes qui contribuent justement à la notoriété, à la visibilité non seulement du festival, mais également des cinéastes? Oui, oui, absolument. C'est-à-dire, la particularité du Cinémed, c'est que c'est un festival qui est très ancré localement, donc sur le territoire de Montpellier, de sa métropole. Voilà, le public est essentiellement métropolitain, mais aussi national, hein. Voilà, il y a il y a des habitués qui, chaque année, réservent leur semaine et qui viennent de partout de la France pour se rendre au festival. Il y a aussi, donc on est sur différentes échelles. Sur l'échelle nationale, évidemment, c'est aussi très important. Lamia le disait, ou Marcus, voilà, le système des festivals de cinéma est très concurrentiel, véritablement. Donc il y a des catégories de festivals. Lorsqu'on parle de Berlin, de Cannes, bon, ben là on parle de catégorie A, voilà. Nous, on serait plutôt sur catégorie B, etc. Donc c'est voilà comme ça assez concurrentiel. Et donc il y a en effet besoin de visibilité, de notoriété qui passe par la presse nationale, bien évidemment. Et puis, donc, on est un festival, certes français, mais qui est complètement tourné vers les cinématographies de la Méditerranée. Voilà. Donc, voilà, c'est notre problématique triangulaire propre au Cinémed, et qui avait justement dès les prémices, en fait, la volonté, l'envie de valoriser des cinématographies qui étaient quand même peu
sous-représentés. Ça a évolué, il faut le dire aussi, hein. C'est quand même voilà, beaucoup plus riche à présent. On en parlait tout à l'heure, rien que là pour le mois d'avril, il y a 4 sorties de films méditerranéens qui étaient présents au festival. La dernière reine dont je parlais, le film libanais Dirty Difficult Dangerous de Wissam Sharaf, de films portugais Almaviva, Loup et Chien. Voilà, donc il y a aussi eu une appétence des distributeurs français sur les cinématographies méditerranéennes qui a évolué. Et c'est pour ça aussi que dès le départ, dès la création de la compétition long métrage fiction, le Grand Prix, l'Antigone d'Or, consiste en une part de dotation pour la réalisatrice, le réalisateur lauréat, mais aussi pour une dotation pour un distributeur français, pour qu'il s'engage justement à distribuer le film. Donc auparavant, quasiment 9 fois sur 10, le film n'avait pas de distributeur. Maintenant, ça a évolué. Et décidément, le cinéma tunisien valorise au cinéma. Le dernier Antigone d'Or, c'est Ashkal, un film tunisien, et qui avait déjà un distributeur à la personne de Jour de Fête. Pour en revenir justement voilà, sur la question des médias publics, sur Cinémed, je le disais en introduction, voilà, il y a ce partenariat avec France Bleu Héros qui est très précieux, véritablement. Voilà, qui c'est pas seulement de la communication, mais il y a aussi du rédactionnel qui consiste en des émissions en direct au cœur du festival, avec les invités présents. Donc il y a vraiment un côté en immersion dans le festival et qui permet justement de donner la parole à différents talents de la Méditerranée, qui soient reconnus ou émergents, à faire découvrir. Et ça, c'est très important, véritablement. Et puis, toujours sur la radio, on a un partenariat national avec France Inter, qui est aussi voilà, très important, je disais, pour asseoir le festival à certains positionnements par rapport aux autres festivals. Et puis, on a également un partenariat de longue date avec Arte. Voilà, avec lesquels on a justement aussi une programmation particulière. On a un lien particulier avec l'unité des programmes de court-métrage d'Arte depuis de longues années, mais ça peut s'étendre également sur d'autres secteurs, et notamment cette année la série. On a pu présenter Esther Nonoté de Marco Bellocchio avant sa diffusion sur la chaîne sur grand écran. D'accord, merci beaucoup. Marcus, l'aspect production, coproduction, quelles sont les expériences que notamment la RAI mène dans ce domaine? Les coproductions sont fondamentales pour tous les genres, je crois, des films, de l'audiovisuel, parce que évidemment les coûts sont énormes et les budgets sont toujours plus bas. Et dans le domaine du documentaire, la RAI coproduit très souvent avec France Télévisions, avec aussi Arte, avec des autres télévisions en Allemagne, avec la BBC, on a un projet actuellement. Et c'est fondamental pour nous aussi de vivre ces relations à travers, comme je l'ai dit, c'est les sections industrie des festivals. On va là parce qu'on peut rencontrer le monde de la production indépendante et les collègues des autres télévisions. Et aussi, évidemment, c'est aussi une forme de vivre la communauté professionnelle qui donne la confiance, qui donne aussi le courage de coproduire, parce que coproduire veut dire se mettre ensemble comme dans un mariage, condiviser les ressources et croire fortement que le résultat sera mieux que sans la coproduction. Et c'est pas facile. Souvent, il y a des conflits, il y a des problèmes à résoudre. Et la communauté, le fait qu'on se rencontre, on devient aussi amis, c'est la base pour faire des bons projets. Et je crois que c'est l'essentiel aussi du festival, du cinéma. Il est très important de perdre ça. La rencontre, voir ensemble un film, c'est pas la même chose que le voir seul à la maison. Comme le disait André Bassan, aller au cinéma, c'est une sorte de liturgie laïque. Non? Il y a aussi des éléments de sacralité, il y a des éléments d'humanité condivisés avec les autres. Et c'est pour nous, les professionnistes, c'est la même chose au niveau des coproductions et des collaborations. Lamia, en termes de coproduction, est-ce qu'il y a des exemples concrets de coproduction qui se déroulent en Tunisie, notamment pour les productions cinématographiques?
tout à fait. Je viens tout à l'heure de citer les deux fonds franco-tunisiens, franco-tuniso-italiens. Donc il y a réellement un engagement des deux États, une convention entre les deux pays qui a permis à pas mal de films d'être programmés à la RAI ou être programmés à TV5 Monde ou à France 2 ou sur les chaînes françaises ou même les chaînes allemandes. Donc voilà, de profiter de ce réseau public grâce à ces coproductions, hein. Est-ce que, en termes de plateformes, notamment de vidéos à la demande ou de films, il semblerait qu'il y ait encore beaucoup à faire au Maghreb. Il en existe quelques-unes qui viennent d'émerger récemment, qui ne sont pas gratuites, comment dire, qui sont accessibles sur abonnement. Est-ce que dans ce domaine-là, il y aurait beaucoup à faire? Oui, énormément. Je prends le cas de la Tunisie, hein, que je connais très bien. Il y a une nouvelle plateforme qui s'appelle Artify, mais il y a beaucoup, c'est-à-dire les producteurs et les réalisateurs sont très réticents encore. Il y a pas mal de films sur la plateforme, les anciens surtout. Donc ça a permis aux films qui ont été déjà programmés par la télévision et connus par le public, grand public. C'est mieux d'être sur Artify que sur au moins piraté ou sur donc de manière légale. Le tarif reste quand même très réduit par rapport à, mais il y a la réticence par rapport au piratage encore. Donc, c'est pas sécurisé jusqu'à maintenant. Il y a le problème de paiement aussi. Donc, on a vraiment le problème par rapport aux devises et tout ça. Donc, c'est très limité. Donc, il y a énormément de travail à faire au niveau de la logistique, technique et tout ça, et au niveau des devises, tout ça, des entrées d'argent. Donc, on a parlé, donc, voilà, c'est par rapport à ça, nous renvoie à la bureaucratie, ça nous renvoie un peu à l'instabilité post-révolution. Donc, il y a énormément de problèmes liés à ça aussi, hein. Donc, il y a énormément de travail. Le cas de la Tunisie, énormément de travail à faire par rapport à ça. Mais la volonté y est. Il y a de plus en plus de distributeurs, par exemple, qui sont très engagés. Je les salue parce que réellement, il faut beaucoup de courage pour passer. Et ils sont de plus en plus aussi coproducteurs de certains films. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc, ils connaissent toutes ces plateformes dont vous venez de citer. Donc, on les connaît très bien. Ils connaissent un peu les rouages, comment voilà, permettre à tel ou tel jeune. Moi, je pense qu'il y a énormément de travail à faire par rapport au court métrage. Le long métrage, donc c'est déjà professionnel et tout ça. Mais les jeunes ont besoin d'être accompagnés encore plus, y compris sur les plateformes. Donc il y a énormément de travail, je pense que. Alors justement, c'est aussi la vocation des festivals, puisque au-delà de la visibilité des films, Géraldine, il y a aussi la possibilité de rencontres professionnelles. Ce sont quand même des lieux où des rencontres peuvent émerger et donner lieu à des collaborations futures. Absolument, c'est voilà, c'est l'ADN même d'un festival, c'est de permettre ces rencontres-là. Voilà, c'est ce que je disais après justement la projection des courts-métrages. Il y a vraiment ce cercle vertueux presque qui est très spécifique au Cinémed, voilà, qui accorde vraiment une grande place au court-métrage et donc aux auteurs émergents qui viennent voilà d'écoles de cinéma de toute la Méditerranée et justement de pouvoir les accompagner à notre échelle dans le passage au long métrage. Et donc c'est vrai que c'est depuis, si je parle de la bourse d'aide au développement qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, donc c'est arrivé quand même assez tôt justement dans l'histoire du festival, cette volonté d'accompagner des cinématographies qui étaient justement en recherche de coproduction, hein, parce qu'il n'y a pas les systèmes de financement exceptionnels qui existent par exemple comme en France hein, ou dans d'autres pays. Il faut quand même le rappeler. Voilà. Et donc, le festival s'était engagé à ce niveau-là de se dire, bon, on va pas seulement s'intéresser au film une fois qu'il est terminé, mais on va pouvoir aussi être présent au moment où le film est justement le plus fragile, où il demande le plus de temps, au temps de l'écriture et aussi d'un certain financement. Voilà. Les auteurs qui sont là dans la salle savent que le temps d'écriture n'est pas rémunéré.
agglomérés, voilà, alors que c'est un moment qui est vraiment crucial et fondamental pour ensuite la réalisation du film véritablement. Donc il y a ça s'appuyant sur les courts-métragistes. Et puis il y a aussi un autre dispositif qui existe au cinéma depuis quelques années, qui s'appelle Talent en cours, justement, voilà, sur lequel on travaille avec la ville de Montpellier, avec Occitanie Film, avec Ciné Banlieue et le Comedy Club, et qui est là justement pour permettre à des personnes qui n'ont pas fait d'école de cinéma, qui n'ont pas le réseau, etc., de pouvoir présenter leur scénario de court métrage. Voilà. Et de pouvoir justement le pitcher, leur apprendre justement à préparer, etc. Voilà. Donc, en effet, c'est fondamental d'accompagner à ce moment-là les auteurs. Peut-être Oui, rebondir Lamia. par rapport à l'accompagnement. C'est pour la première fois que la COPEAM a permis cette année aux réalisateurs des écoles partenaires d'être présents au Shortcon. Voilà. Grâce aux partenaires, voilà, au Festival de Cannes. Voilà. Alors, on aimerait parler très très longtemps, on a beaucoup de choses à dire, mais je sais qu'il y a une belle émission derrière. Donc, moi, je vais vous poser une dernière question et peut-être aussi on aura le temps d'un échange avec la salle s'il y a des questions. Marcus, quelle synergie possible aujourd'hui? Quelles sont celles qu'on devrait renforcer en matière de voilà, synergie entre les médias publics et les cinémas méditerranéens? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de synergies, on en a parlé un peu, mais il y a surtout il y a la nécessité de se complémenter et pas se faire trop de concurrence. Je crois qu'il y a ce risque-là et c'est à éviter. Mais il y a aussi un grand potentiel de synergie, surtout sur le niveau international. L'internationalisation des contenus, ça se déroule à travers les festivals d'un côté et à travers la collaboration entre les services publics des différents pays. Et il faut ne pas sous-estimer les difficultés de faire voyager en contenu à travers les frontières culturelles des pays. C'est possible, évidemment, mais il y a le besoin d'avoir de l'expérience, de la diversité et dans l'écriture pour faire valoir la diversité, l'expérience de la diversité dans l'écriture des formats et des contenus qui marchent bien dans différents marchés. Et c'est aussi une chose qu'on peut apprendre en fréquentant les festivals et avec les coproductions. Pour moi, c'est une expérience qui dure déjà 30 ans et c'est pas fini encore. Lamia, quelle synergie à renforcer? Il y a énormément de travail. Je ne sais pas si les gens de la télévision tunisienne sont là. On parlait hier. Il y a une envie actuellement de collaborer avec la télévision tunisienne. Et je pense qu'il y a énormément de... Vous avez évoqué le mot talent. Nous avons énormément de compétences. Nos techniciens sont vraiment d'un niveau international. Ils sont sur les productions, toutes les productions dans les pays du Golfe. Aujourd'hui, il y a une émergence. Donc, tous nos techniciens sont ailleurs. Et la télévision tunisienne, depuis quelques années, elle a récupéré nous, mais elle a essayé quand même de prendre certains jeunes ressortissants des écoles de cinéma. Je peux le citer, je ne sais pas, celui qui a produit le premier Bouchner. Voilà, il a produit le premier film d'horreur tunisien et tout ça. Et elle lui a donné la chance de produire le feuilleton. Donc, il y a le cinéma qui va vers la télévision, qui améliore. Donc, ces jeunes sont de plus en plus sur les productions, que ce soit les séries. Donc, moi, je pense qu'il y a de nouvelles passerelles ou des nouveaux, un potentiel à explorer. Donc, les techniciens sont là, les jeunes réalisateurs sont là. Je pense qu'il faut passer maintenant à la production réelle, de les accompagner, de leur donner la chance de produire, que ce soit pour des séries, des films pour les jeunes. Il y a énormément de travail dans nos pays à faire pour les enfants, énormément de travail donc, à explorer sur le patrimoine, sur énormément de potentiel. Tout est vierge en Tunisie, même dans nos pays. Donc il y a énormément de travail à faire. Et je pense que la volonté, de plus en plus, elle y est. Géraldine?
Oui, comme on l'a dit, voilà, merci Marcus de le souligner, voilà, et puis c'est magnifique au bout de 30 ans de pas s'en lasser, voilà, justement, c'est-à-dire c'est une découverte perpétuelle, voilà, à la fois des nouveaux talents, mais aussi dans l'accompagnement d'artistes, parce que parfois faire un second film, c'est encore plus compliqué que de faire un premier long métrage, hein, ça aussi, il faut aussi le signaler, voilà. Et puis le festival, c'est un temps court finalement, hein, c'est même pas 10 jours, c'est un épiphénomène, ça a une importance dans la carrière des films, véritablement, ça peut servir de rampe de lancement, ça peut voilà, initier de nouveaux projets, trouver des coproducteurs, etc. Et puis, il y a le temps aussi de la sortie du film, voilà. Et donc ça, c'est aussi très important. Voilà, on va pas être utilement nous auto-centrés sur le fait que ce soit la promotion du festival. Nous, notre rôle justement, c'est de faire découvrir les films méditerranéens. Et voilà, je citerai par exemple l'émission Maghreb Orient Express qui fait un travail formidable justement de découverte et d'accompagnement de ces films méditerranéens. Voilà qu'on invite justement le public à aller découvrir nombreux en salle. Voilà. Il nous reste à vous remercier. Je remercie aussi nos 3 intervenants et je vous remercie d'avoir assisté à cette table ronde.